Nous allons parler maintenant de la difficulté scolaire, de l'analyse à l'action. Et nous avons 3 orateurs. Le premier, c'est Joe Ziegler, qui est directeur de recherche au CNRS, qui dirige le laboratoire de psychologie cognitive de l'Université d'Aix-Marseille, qui est l'un des très gros laboratoires de sciences cognitives en France. Et Joe est un des plus grands spécialistes mondiaux de la lecture, de ses mécanismes et de son apprentissage. Et il va nous parler sous le titre « Surmonter les difficultés de lecture chez l'enfant ». Merci beaucoup, bonjour. Je me suis permis de rajouter le mot « comprendre » au titre qui m'a été donné, parce que c'est tout à fait important, si on veut comprendre, surmonter les difficultés, de comprendre les mécanismes derrière. Et donc, du coup, on va revoir quelques-uns des mécanismes dont Stanislas Dehaene vous a déjà parlé ce matin, mais sous un autre angle, un angle de psychologie cognitive, et notamment, au début de la présentation, de modélisation. Donc, on va revoir ces mécanismes de base à la lecture dans le contexte d'un modèle computationnel, c'est un programme informatique, qui spécifie l'ensemble des mécanismes au cœur de l'apprentissage de la lecture. Le modèle derrière est assez compliqué, c'est juste pour vous impressionner. On va passer au plus simple. Les scientifiques, ils font ça. Donc, on va simplifier au maximum. Donc, avant l'apprentissage de la lecture, ça, Stanislas, vous l'avez très très bien expliqué, l'enfant possède un lexique phonologique dans lequel est stockée la forme phonologique d'une grande partie de mots, pas tous les mots, mais d'une grande partie. Et cette forme phonologique est associée à la signification des mots. Ça s'appelle l'acquisition du langage et c'est gratuit à partir du moment où on est immersé dans un contexte stimulant. L'enfant commence à apprendre à lire en apprenant des lettres et comment ces lettres correspondent à des phonèmes. Et également, vous l'avez entendu, les phonèmes sont les plus petites unités du langage oral et c'est justement ces phonèmes qui sont transcrits par les lettres. C'est la forme phonologique des mots qui est transcrite par l'orthographe. Ce n'est pas la signification, d'où la systématicité de la lecture qui doit être enseignée. Donc la mise en relation entre lettres, ce qu'on appelle aussi des graphèmes, des groupes de lettres et les phonèmes, s'appelle le déchiffrage et le décodage. Et le déchiffrage-décodage est appris tout au début de l'apprentissage de la lecture de façon explicite, supervisée par un maître. Une fois le déchiffrage élémentaire appris, le déchiffrage permet à l'enfant de récupérer la forme phonologique du mot dans le lexique phonologique, associé à son sens, et de créer une entrée orthographique. Donc, la beauté du déchiffrage, du décodage, c'est le fait qu'il permet à l'enfant de lire un mot qu'il n'a jamais vu auparavant. Tous les mots que l'enfant va rencontrer sont des nouveaux mots, mais qu'il a déjà entendus et compris à partir du langage oral. Un exemple, si un enfant va être confronté au mot tard, il va, grâce à ces quelques associations graphèmes-phonèmes qu'il aurait appris de façon explicite, déchiffrer lui-même. Il va trouver la forme phonologique, une chaîne de phonèmes qui correspond plus ou moins à tard, plus ou moins. Il va par la suite regarder dans le lexique phonologique s'il trouve une entrée dans le lexique phonologique. Là, il y a des mots comme tard, terre, tire, tard. Avec un coup de chance, le mot tard va être le gagnant. Il va avoir gagné la compétition par rapport au voisin. Il sera sélectionné et à ce moment-là, une entrée orthographique est créée dans ce qu'on appelle en psychologie cognitive le lexique orthographique de l'enfant. Et maintenant vient l'auto-apprentissage. Chaque mot ainsi déchiffré, chaque fois vous avez un décodage, un déchiffrage réussi, la forme phonologique qui est déchiffrée est utilisée par l'enfant lui-même pour perfectionner le réseau du déchiffrage qui passe de la page, qui est ici. C'est-à-dire le réseau qu'on va utiliser. C'est ça l'auto-apprentissage. Et c'est plus explicite, c'est implicite. C'est-à-dire chaque décodage réussi va faire deux choses.
À partir du moment où l'enfant trouve une entrée dans le lexique phonologique, il va créer une représentation orthographique. Mais en même temps, le mot déchiffré va être utilisé comme un signal d'erreur, comme un maître interne, comme un superviseur interne pour améliorer, pour automatiser le déchiffrage, le processus dont Stanislas vous a parlé, graphème-phonème, qui sera par la suite automatisé, parallélisé, plus efficace. Il devient de plus en plus efficace au point où on a l'impression de lire en parallèle, en global. Or, pourtant, on a juste perfectionné ce système qui lie les lettres et les groupes de lettres et des groupes de lettres de plus en plus importants au code du langage oral. La première chose, puisque c'est un modèle implémenté, on peut se poser la question, est-ce que ça marche? C'est bien beau comme idée, est-ce que ça peut fonctionner? Donc, nous avons regardé ça pour l'anglais, parce que l'anglais, c'est la championne des langues en termes d'irrégularité. Hein. Et donc, vous savez, la même lettre en anglais peut se prononcer de 5 façons différentes. Donc, on a pris l'anglais comme défi pour voir est-ce que ce mécanisme, même dans une langue aussi irrégulière comme l'anglais, peut marcher. On a commencé simplement avec 45 associations graphème-phonème appris au réseau, de façon explicite, supervisée, et après, on laisse courir, c'est-à-dire déchiffrer un mot, le modèle déchiffre un mot, s'il trouve une entrée dans le lexique phonologique, il va créer une représentation orthographique, etc. Et ce que vous voyez ici, c'est 80% de l'anglais peuvent être appris uniquement par déchiffrage et par auto-apprentissage, sous l'hypothèse, évidemment, que vous avez le lexique phonologique en amont de l'apprentissage de la lecture. En anglais, les autres 20% ne peuvent pas appris par décodage et par auto-apprentissage. Ils doivent être appris par d'autres façons de faire, de façon globale, mémorisée, apprentissage par cœur. Mais même en anglais, donc 80% peuvent être appris par le décodage, pas du tout comme ça a été dit dans les années 70, où on a laissé tomber le décodage pour faire plus que du global, parce qu'on pensait que c'était impossible. Même en anglais, c'est possible. Dans des langues plus régulières, comme l'espagnol, l'italien, évidemment, à peu près 100% des mots peuvent être appris simplement par décodage, par auto-apprentissage. Si on regarde vite fait dans le lexique phonologique ce qui se passe, là, c'est l'activation dans le lexique phonologique. Très, très rapidement, le mot le plus activé dans le lexique phonologique est le mot correct. C'est que celui qui va être très rapidement le plus activé est le bon mot, c'est-à-dire le mécanisme d'auto-apprentissage à partir de quelques milliers de présentations, pas du même mot, n'importe quel mot, va être aussi performant pour être capable de sélectionner le bon mot. C'est un mécanisme performant. Juste un petit commentaire, là vous voyez 500 000, vous dites, oh là, 500 000, c'est délirant, c'est pas 500 000 le même mot. Harry Potter contient 500 000 mots. Un enfant qui lit Harry Potter d'un week-end, il aura lu 500 000 mots. 500 000 opportunités de déchiffrer, de décoder, de créer des représentations orthographiques. J'aime bien l'animation de ce matin. Quelle est la méthode? Book. C'est ça. Lire, c'est 500 000. Et si le mécanisme est bien mis en route, c'est un mécanisme d'auto-apprentissage qui ne nécessite pas forcément un superviseur externe. On a tout ce qu'il faut interne. Bon. Maintenant qu'on a un modèle développemental implémenté, on peut regarder quelles sont les difficultés qu'un enfant peut rencontrer dans ce processus d'apprentissage. Évidemment, le premier niveau, c'est le niveau des lettres, et il est évident que si vous avez des déficits visuels, mauvaise vue, des déficits au niveau du codage de la position, ou des déficits, ils sont beaucoup discutés en France, de l'emprunt visuel-attentionnel, tout ça va perturber l'entrée dans le système, le niveau de lettres. Le codage de la position, Stanislas, vous l'avez dit ce matin, c'est extrêmement important pour la lecture parce qu'il faut avoir l'identité et la position de la lettre. Dans d'autres domaines de la reconnaissance visuelle, un tigre reste un tigre qui vient de droite ou de gauche. Mais le mot « il » peut être « li » si on ne prend pas en compte la position des lettres.
Donc nous avons réalisé des simulations pour voir, et ça c'est la beauté d'un modèle de simulation, pour voir quelle est la conséquence des déficits qu'on peut avoir en amont de la lecture. Si un enfant a des déficits au niveau du codage de la position de lettres, quelle est la conséquence pour l'ensemble du processus d'apprentissage? Donc on a réalisé des simulations où, par exemple, sur un certain pourcentage de cas, on inverse les lettres. Inversion de lettres, c'est assez fréquent chez les enfants dyslexiques qui ont des problèmes visuo-attentionnels, orthographiques, visuels. Donc dans un certain pourcentage de cas, l'enfant, ici le modèle, au lieu de lire tard, les lettres au milieu sont inversées, donc il va déchiffrer trad. Il va les regarder dans son lexique phonologique, trad, il n'y en a pas, donc il y a tram, tri, trop. Dans les meilleurs des cas, il n'y a pas de mots dans le lexique phonologique, il n'apprend rien. Donc il passe, j'ai rien appris, je passe au prochain. Dans le pire des cas, c'est un mauvais mot qui gagne, tram. Il va dire, ah tiens, c'est le plus proche. À ce moment-là, il y a une mauvaise représentation phonologique qui va être, elle est bonne, tram, mais il y a une mauvaise relation entre le mot tard, vu, et la phonologie tram, et surtout, après aussi, le mécanisme d'auto-apprentissage est mis en danger puisqu'il y a un mauvais feedback. Donc, il va apprendre que D correspond à M, etc. Donc, ça produit des problèmes dans le système. Si ça arrive que 2% des cas, donc un déficit mineur dans le renversement de lettres, le processus d'apprentissage est à peine perturbé. Si ça arrive plus fréquemment, donc dans 10% des cas, si un enfant inverse dans 10% de cas des lettres du milieu, par exemple, vous voyez qu'il y a une chute au niveau de l'apprentissage des mots, apprentissage orthographique, de jusqu'à 20%. Pour les déficits encore plus importants, vous imaginez. Ce que ça vous montre, c'est que des déficits subtils peuvent avoir une conséquence sur l'ensemble du processus d'apprentissage. Regardons un autre niveau qui est très très bien étudié, Messieurs Dern, vous l'avez dit ce matin, c'est le niveau des phonèmes. Donc on sait aujourd'hui que les déficits de conscience phonologique sont très bien documentés chez les enfants dyslexiques et vont perturber la prise de conscience de ce que c'est un phonème. Pareil, les déficits au niveau de la discrimination phonémique. Un enfant qui ne peut pas discriminer la différence entre un B et un peu n'aura peut-être pas des gros problèmes au niveau du langage oral parce qu'il y a du contexte, mais il aura forcément des problèmes lorsqu'il faut apprendre que la lettre B correspond à B et pas à peu. La discrimination phonémique. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un enfant a des difficultés au niveau de la discrimination phonémique? Là, pareil, on a fait une simulation, on a remplacé un phonème par un phonème phonétiquement proche. Voisemment, be par peu ou de par te. Prenons notre exemple de tard. Si, dans un certain pourcentage de cas, donc tard, normalement c'est tard, dans un certain pourcentage de cas, on a un problème de confusion entre deux et te, l'enfant va déchiffrer d'art, il va regarder dans son lexique phonologique, peut-être il connaît le mot d'art, à ce moment-là, d'art va gagner, et à ce moment-là, il y a une mauvaise connexion de nouveau entre tard orthographiquement vu et le mot d'art phonologiquement sélectionné, et il y a un mauvais retour vers le système d'apprentissage, il y a un mauvais feedback qui va dire que voilà, T correspond à 2, donc c'est entretenu si vous voulez. Donc qu'est-ce qui se passe quand ça arrive dans 5% des cas? Ce n'est pas assez dramatique, l'enfant va récupérer. Dans 15% des cas, il y a des bonnes chutes, 25, 35, 45. Ça arrive à 45%, il n'y a plus aucun apprentissage orthographique via décodage et déchiffrage. Les problèmes de discrimination phonémique sont tout à fait dévastateurs pour ce type d'apprentissage. Et comme c'est le mécanisme clé, vous voyez un peu l'importance et pourquoi la recherche a montré que ces déficits sont assez importants. Le troisième facteur, c'est l'expérience phonologique. On passe vite, vous l'avez compris ce matin, notamment un vocabulaire appauvri, forcément dans un mécanisme de décodage, de déchiffrage, d'auto-apprentissage est extrêmement pénalisant. Pourquoi? Parce que quand on déchiffre
et même quand on joue tard et ça marche bien, mais on connaît pas, on n'a pas une entrée du mot dans le lexique phonologique. À ce moment-là, il n'y a pas d'apprentissage orthographique, à moins que l'enfant soit dans un contexte où il sait déchiffrer, il sait que chaque mot qu'il rencontre, c'est un nouveau mot. Il faut créer des représentations phonologiques, c'est une possibilité, mais forcément, avec un vocabulaire de 50, il va lire et il ne va pas trouver des entrées dans le lexique phonologique. Maintenant, on peut regarder, c'est assez important, c'est quelque chose que les chercheurs peuvent contribuer, parce que vous avez toutes les sources, et tout ça peut produire des difficultés. Ce que vous voulez savoir, pas forcément, ce que nous, les chercheurs, veulent savoir, c'est quelle est la proportion, la taille des déficits, la distribution des déficits. Est-ce que les déficits visuels sont aussi importants que les déficits phonemiques, etc. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, on a testé chacune de ces boîtes, si vous voulez, avec un test spécifique qui mesure, par exemple, les capacités, l'efficacité au niveau de traitement de lettres. On a développé un test et on a regardé sur un groupe de normolecteurs de 24 enfants et un groupe dyslexique s'ils sont déficitaires sur ce niveau-là. Donc, il y a deux tests qu'on a développés pour le niveau de lettres. C'est un test d'attention et un test de traitement de lettres. C'est un peu le même test de l'empont visuo-attentionnel. Vous flashez d'une chaîne de lettres, vous demandez est-ce que la consonne est dans la chaîne de lettres. Donc, vous pouvez appeler ça aussi un test d'empont visuo-attentionnel, si vous voulez. Et donc, les normolecteurs sont en vert, les dyslexiques sont en blanc. Tout est standardisé et centré autour de la moyenne des normolecteurs. Donc, j'ai tiré un trait à -1 écart type. Donc, vous pouvez regarder, par exemple, tout ce qui est en dessous du trait. Vous avez 3 enfants dyslexiques qui, par rapport aux normolecteurs du même âge, etc., sont déficitaires entre 1 et 2 écart type. Vous voyez un peu comment on lit ce graphique. Donc, globalement, dans une population non sélectionnée de dyslexiques, tout venant, si on regarde les capacités d'attention visuelle soutenues, vous avez un petit groupe de dyslexiques qui semblent avoir des difficultés à ce niveau-là, et ces difficultés dans ce groupe sont entre -1 et 2 écart type. Déjà, vous regardez au niveau du traitement de lettres, donc une lettre dans une chaîne de consonnes. Ce n'est pas des tâches de lecture, on peut les faire uniquement visuellement. Vous détectez une consonne dans une chaîne de consonnes, oui ou non, il est présent. Là, déjà, vous voyez que la moitié des enfants dyslexiques ont des déficits à ce niveau-là, et la taille du déficit a augmenté. Maintenant, vous avez des déficits jusqu'à -3 écart type, donc déjà un bon écart par rapport à la moyenne. Quand on passe au niveau phonémique, vous voyez, du coup, et ça correspond à ce que je venais de dire tout à l'heure, c'est le nombre d'enfants affectés a fortement augmenté. Là, il y a 3/4 d'enfants dyslexiques qui ont des problèmes au niveau de la discrimination phonémique, et la taille du déficit est très importante. Vous avez des enfants qui ont des déficits jusqu'à -6 écart type. Là, vous avez, pardon, le titre est parti. La dénomination d'image, donc ce n'est pas une tâche de lecture. On présente des images et l'enfant va dénommer aussi rapidement qu'il peut le nom de l'image. Qu'est-ce qu'on mesure? L'accès au lexique phonologique, l'efficacité avec laquelle un enfant peut récupérer le nom dans le lexique phonologique. Ce n'est pas une tâche de lecture. Et vous voyez néanmoins les enfants dyslexiques, dans cet accès à la forme phonologique des mots, ont des déficits. Là, c'est 3/4 des enfants, 2/3 des enfants qui ont des déficits, jusqu'à -4 écart type. Donc là, vous voyez deux choses. La première, c'est que dans un échantillon non sélectionné, les déficits phonémiques et phonologiques sont plus importants en termes de nombre d'enfants affectés que les déficits visuels ou attentionnels. C'est empirique, ça aurait pu être autre chose. Ce n'est pas la théorie qui nous le dit. Ça aurait pu être que tous les enfants qui souffrent ont des problèmes visuels ou attentionnels, mais c'est empirique, c'est un cas. C'est ce que la recherche nous montre. Ça ne veut pas dire que les 10 enfants qui ont des problèmes orthographiques au niveau des lettres ne seront pas déficitaires. Donc il faut s'en occuper, il faut réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc ce que ça montre, c'est que globalement, le phonologique est plus important que le visuo-attentionnel, mais que tous les enfants sont d'une certaine façon différents. Donc ça, vous ne le voyez pas sur la figure, mais il y a toutes les combinaisons de déficits possibles et rien n'est exclu.
Donc ça, vous ne le voyez pas, il faut me croire sur parole. Vous avez les enfants qui ont des déficits phonémiques associés à des déficits de traitement de lettres et attentionnels. Vous avez toutes les combinaisons possibles. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il faut avoir des diagnostics individuels sur les sous-composantes de la lecture qui sont pertinents. Donc on ne peut pas simplement faire lire des mots et des pseudomots et des mots irréguliers pour savoir quel est le déficit de l'enfant, parce que n'importe quelle lecture nécessite l'ensemble des composantes, le traitement de lettres, l'accès aux phonologies, etc. C'est un peu compliqué, je m'en excuse. Ça ne vient pas de moi. C'est M. Luttinen, en Finlande. Ça, on regarde les mêmes composantes qu'on vient de voir, les capacités du langage oral, phonologique et lettres, de façon longitudinale. Donc, c'est chez les enfants à 1 an, 2 ans et demi, 3 ans et demi, 5 ans. Et on a 2 groupes. Donc, on commence maintenant à droite, ici. Donc, ici, c'est des enfants maintenant à 7-8 ans qui sont devenus dyslexiques. À 1 an, on ne savait pas, évidemment. Donc, on avait pris 2 groupes, un groupe à risque, un groupe contrôle. Mais à 8 ans, on sait que ces deux, les bleus et les verts, sont devenus dyslexiques. Et les noirs, c'est le groupe contrôle. Et une étude longitudinale nous permet d'aller en arrière pour voir quels étaient leurs déficits au cours du développement du langage oral, des capacités phonologiques, de l'apprentissage des lettres, qui les distinguent du groupe contrôle. Les premiers 3 blocs, c'est le langage oral. Donc ça, c'est, par exemple, là, vous voyez, à l'âge de 2 ans, 3 ans et demi, 5 ans et demi, au moins un de ces 2 groupes dyslexiques a des déficits déjà notables en termes de production de la parole. Ils ne sont pas énormes, ces déficits, c'est un écart type à peu près. Donc c'est des enfants qui, par exemple, commencent très tard la parole, qui produisent peu de mots à l'âge de 3 ans et demi, à l'âge de 4 ans et demi. Également, des déficits pour les 2 groupes à l'âge de 3 ans, à l'âge de 5 ans, dans tout ce qui est l'utilisation de la morphologie, donc le pluriel, les accords, etc. Donc on peut détecter des déficits assez subtils au cours du développement du langage oral qui vont pouvoir prédire les difficultés de l'enfant. Mais là, regardez dans le domaine phonologique, donc ça c'est la fameuse conscience phonologique, devenir conscient que le mot est composé d'unités plus petites que le mot, donc les syllabes, les rimes, etc. Là, vous avez des déficits pour les 2 groupes assez importants à l'âge de 3 ans et demi, 4 ans et demi, 5 ans et demi, jusqu'à 6 ans. Des capacités phonologiques, donc le développement phonologique semble déficitaire, qui explique une grande partie des difficultés de lecture. Mais également, lors de l'apprentissage de lettres, au moins un des 2 groupes, mais ici aussi le groupe bleu, qui à l'âge de 5 ans et demi, quand on commence à apprendre les lettres, montre très clairement déjà des déficits au niveau de l'apprentissage des lettres, des noms des lettres, des sons des lettres, c'est dans les systèmes. Donc on retrouve les 2 candidats de façon longitudinale, si vous voulez, le langage oral qui va déterminer la capacité de conscience phonologique, bien avant la lecture et l'apprentissage des lettres. Donc, surmonter les difficultés, alors, par rapport à ce que je viens de vous montrer, évidemment, avant la lecture, il faut travailler ce lien entre lexique phonologique, développement phonologique et phonème. Là, ça s'appelle le développement phonologique, et il y a une progression. L'enfant, à l'âge de 2-3 ans, il est conscient qu'il y a des mots, mais il n'est pas encore conscient que le mot est composé d'unités plus petites que le mot, qui sont des syllabes. Ça va arriver à 4 ans, être conscient des rimes, peut-être à 5 ans. Ça, c'est un processus naturel, si vous voulez. Donc, il peut être entraîné, et c'est très bien de le faire, mais c'est à peu près normal. Les phonèmes, non. Les phonèmes ne sont pas des unités naturelles du langage oral. D'où le problème. Ils n'émergent pas naturellement. Donc, lorsqu'un enfant commence à lire les phonèmes, il ne les a pas tout de suite. Néanmoins, la capacité d'un enfant à devenir conscient qu'il y a des phonèmes en dessous devient et reste le meilleur prédicteur de l'apprentissage de la lecture parmi tous ceux qu'on a vus passer. C'est en interaction avec l'apprentissage de la lecture. Évidemment,
mais c'est un peu cette capacité à être prêt à recevoir des phonèmes est un des meilleurs prédicteurs. Et il est en lien direct avec le développement de la conscience phonologique au cours du développement. Tout ça, à mon avis, c'est très bien fait par l'école actuellement. Bon, après, à vous de voir sur le terrain si ça peut être amélioré. Il y a des outils, il y a des textes. En école maternelle, en grande section, les enseignants me semblent assez bien formés sur ces questions-là parce que c'est des résultats de recherche qui ont commencé il y a 30 ans. C'est bien connu que la conscience phonologique, c'est pour ça, à l'école maternelle, on tape des syllabes, on fait des jeux de rimes, on fait de la poésie pour attirer l'attention sur le fait que des mots qui riment, ah ben tiens, ils ont quelque chose en commun, ils ont la rime en commun. Tout ça, c'est bien fait. Il y a des coffrets, il y a des outils, il y a des pages Internet. Ce qui est peut-être pas très... Bon, ce qui peut être amélioré peut-être, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette connaissance au cours de l'école maternelle après les CP. Étant donné qu'on sait, rien qu'avec la conscience phonologique et la connaissance de l'être, l'apprentissage de l'être et l'histoire familiale de l'enfant, donc est-ce que les parents, les grands-parents, les frères et les sœurs sont dyslexiques, on peut à 80% savoir est-ce qu'un enfant est à risque de développer une dyslexie à l'âge de 9 ans. Qu'est-ce qu'on fait avec ces connaissances-là? Donc cette notion d'enfant à risque, quand on détecte que, tiens, c'est un enfant à risque dans la grande section maternelle, est-ce qu'il ne faut pas entraîner, ça, on le fait peut-être sur les capacités de conscience phonologique, mais suivre encore davantage sur ces premiers 6 mois, la première année du CP. Au cours du CP, c'est les 2 niveaux, phonème, lettres, grapho-phonologique, qu'il faut entraîner. On peut les entraîner, on le sait. Là, c'est une étude anglaise très récente et très bien fait comme des cliniciens aiment faire des choses, avec des contrôles, des groupes de contrôle. C'est pour ça, de nouveau, ça a l'air très compliqué, mais c'est très simple. Vous avez une intervention qui travaille que phonème, lettres, et une intervention contrôle qui travaille le langage oral. Et ce qui montre le diagramme, c'est que l'intervention phonème-lettres va améliorer la lecture, mais même pas plus que l'intervention langage oral. Mais ce qui est très intéressant, l'intervention ne produit pas un bénéfice direct sur la progression de la lecture, mais c'est médié entièrement par les processus qu'on a entraînés. Et c'est très beau. C'est très beau parce que le modèle prédit que les bénéfices de lecture, quand on entraîne le niveau de lettres et de conscience phonème, doivent venir d'une amélioration de ces 2 processus. Et c'est exactement le cas. On entraîne conscience phonémique et lettres, ça s'améliore, et c'est grâce à une amélioration du niveau de phonème et de lettres que la lecture bénéficie. Donc vous avez une chaîne causale, et ce n'est pas simplement... un accident. Bon, c'est pas simplement parce qu'on s'occupe de ces enfants, on fait plein d'entraînements et finalement, ils progressent. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'être? Une chose qu'on peut faire, c'est faciliter la visibilité des lettres dans des chaînes de lettres. Et c'est un rapport avec un phénomène qui est très connu, c'est le masquage latéral ou l'encombrement perceptif. Une lettre qui est entourée d'autres lettres est masquée. Donc, vous pouvez faire le petit test vous-même. Vous fixez, sans bouger les yeux, le point noir. Et normalement, sans bouger les yeux, ne trichez pas, normalement, vous devrez voir que le R à droite est visible, le R à gauche n'est pas visible. Le R à gauche n'est pas visible parce qu'il est entouré d'autres lettres. Donc, ça s'appelle l'encombrement perceptif, tout le monde l'a. Par contre, il se réduit avec l'apprentissage de la lecture. C'est embêtant pour la lecture parce que dans la lecture, les mots sont toujours, les lettres sont toujours entourées d'autres lettres. Donc, ils se masquent, il y a de l'encombrement perceptif. Et une façon de limiter son encombrement perceptif, c'est d'espacer les lettres. Donc, si vous fixez le point au milieu, vous voyez que le C, sans bouger les yeux, le C de gauche reste invisible, le C de droite devient visible. L'espacement des lettres réduit l'encombrement perceptif, pas la taille des lettres, mais l'espace entre les lettres réduit l'encombrement perceptif. Nous avons fait un petit test avec des collègues en Italie, où on présente à des enfants dyslexiques un texte normalement espacé et un texte
plus largement espacés, on augmente les interlignes et on a constaté que les enfants dyslexiques en Italie et en France bénéficient, ils vont faire moins d'erreurs pour le texte espacé que pour le texte normal, ils vont lire plus rapidement. On facilite là, ce n'est pas une rémédiation, on ne change rien au niveau des processus, par contre on facilite pour certains enfants la visibilité, l'entrée dans le système. Évidemment, ça ne peut pas bénéficier à tout le monde, ça peut bénéficier surtout à ces enfants, les 10 que je vous ai montrés tout à l'heure, qui ont des problèmes au niveau de la perception des lettres et le traitement des chaînes de lettres. D'où l'importance d'avoir des outils diagnostiques, et là on avait mis un en ligne qui permet à l'enfant de tester est-ce que je suis plus confortable lorsque le texte est espacé. Quel est l'espacement pour moi qui est le plus confortable, qui est le plus optimal? Il choisit l'espacement, il clique sur un bouton, après il y a une vingtaine de phrases, et il faut que je me dépêche. Et puis, il peut tester. Bon, ce n'est pas un outil parfait. Entre-temps, certains enseignants ont fait déjà mieux. Ils ont développé des macros qui peuvent transformer n'importe quel texte en texte espacé. C'est extrêmement bien. C'est juste pour vous montrer que pour certains enfants, ça peut être utile et c'est très bien de le faire. Peut-être à une époque de l'apprentissage de la lecture. Dès que ce que je viens de dire, c'est important. Avec l'exercice de la lecture, même l'encombrement perceptif va se réduire. C'est pour ça, pour nous, l'espacement qu'on a, pour un bon lecteur, c'est assez optimal, je suppose. Mais pour un enfant, surtout un enfant en difficulté, ou un enfant qui apprend à lire, ce n'est pas optimal. Bon, enfin, ce fameux graphogame qu'on est en train de développer, donc c'est une adaptation du graphogame que les Finlandais ont commencé à développer il y a 10 ans. Et ça entraîne vraiment ce processus de déchiffrage. Et les Finlandais, au départ, ils avaient uniquement travaillé sur le niveau phonème et lettres. Et nous, on est allé plus loin en français parce qu'on a constaté que ça ne suffit pas de faire juste lettres phonèmes. Au bout d'une semaine, les enfants n'en tirent aucun bénéfice et ils vont arrêter de toute façon. Donc on est allé plus loin et on entraîne également tous les niveaux orthographiques, que ce soit les rimes, les syllabes, et les mots et les phrases. Donc le principe, Stanislas vous l'a dit, vous entendez une syllabe ici, par exemple, là, et vous avez des compétiteurs orthographiques, vous cliquez sur le banc. Le principe original, c'est visio-auditif, c'est-à-dire chaque fois vous sélectionnez quelque chose, donc vous voyez l'orthographe des mots, vous entendez la syllabe, le mot prononcé. Donc on renforce le couplage entre... si vous voulez parler en termes de cerveau, entre les aires visuelles orthographiques du cerveau et le langage oral, ou la connexion en termes cognitifs entre le système graphémique orthographique et le langage oral. Après, le même principe est décliné dans différents jeux, celui-là. Ici, il est intéressant parce qu'on ne travaille pas que sur le décodage. Donc là, vous pouvez imaginer, vous avez des mots de fonction, je, il, etc. Vous l'entendez une fois. Il faut attraper autant de mouches qu'on peut. L'idée derrière, c'est de lire de façon globale. Le global n'est pas mauvais, mais il faut le limiter à des mots pour lesquels c'est approprié. Pour des mots de fonction, c'est très approprié. On ne veut pas les décoder, on ne veut pas les déchiffrer, on veut les saisir dans leur globalité. Donc on est en train de ça. On a également rajouté des choses pour la formation des mots qui sont moins passifs. Donc là, ils vont travailler l'orthographe, ils vont entendre avec, il faut choisir la bonne lettre. Mais le principe reste le même. Une fois ils ont créé le mot, ils cliquent, ils vont entendre avec, ils vont voir avec. Synchronisation, donc couplage entre l'orthographique et le visuel. On peut faire des exercices de discrimination visuelle pour les enfants qui ont des problèmes plus de discrimination visuelle. Donc, c'est le tigre qui vient de droite ou de gauche reste un tigre, mais robe reste pas robe, c'est mérode. Et on a rajouté le niveau de phrase, mais uniquement chaque fois avec des mots et des correspondances qui ont été entraînés dans une séquence. Donc, l'enfant qui a des correspondances élémentaires, il va pouvoir les appliquer. Derrière, tout un travail linguistique et psycholinguistique,
où on s'est appuyé sur une progression qui a été développée par Stanislas Dehaene et Liliane Sprenger-Schorol, qu'on a pour notre but adapté, c'est-à-dire déjà découpé en unités pédagogiques de 15 minutes, et chaque unité pédagogique travaille sur un truc, ça va du plus simple au plus compliqué, et à travers des différentes sections, et au sein d'un niveau. On va travailler d'abord sur les lettres, après dans le contexte. Qu'est-ce qui est plus simple, qu'est-ce qui est plus compliqué? Un mot plus fréquent est plus simple qu'un mot rare. Une correspondance régulière plus simple qu'une correspondance irrégulière. Un mot court plus simple qu'un mot long. Tout ça, ça a été pris en considération à travers des bases de données qu'on a sur les enfants, etc. Bon, derrière, donc, il y a tout un travail linguistique qui est fait. Là, j'ai un petit film, je ne sais pas si j'ai le temps de... Non, ben voilà, donc... Bon, les conclusions, je passe vite, c'est même pas la peine, vous l'avez compris. Le décodage est au cœur de l'apprentissage de la lecture. Il est affecté non seulement par des facteurs phonologiques, mais aussi par des lettres. C'est une mauvaise perception de lettres est aussi un facteur limitant pour ce mécanisme que une mauvaise discrimination phonémique. L'auto-apprentissage fournit un mécanisme puissant qui permet l'autonomie de l'enfant. On peut appeler ça un principe de ni Dieu ni maître, parce que, justement, une fois il a appris des éléments de base, il peut lire. Mais sous hypothèse qu'il lit. C'est-à-dire, un enfant ne peut pas apprendre à lire sans lire. Donc, méfiez-vous de toutes les méthodes qui sortent, même actuellement, qui proposent une amélioration, un entraînement à la lecture sans lire. Des jeux d'action, des jeux d'action sans lire ne peuvent pas avoir des effets long terme sur une amélioration de la lecture, même si c'est écrit dans des articles scientifiques. L'auto-apprentissage ne peut fonctionner que si les enfants connaissent les mots, ou une bonne partie des mots. Les meilleures interventions s'attaquent aux mécanismes clés, lettres, phonèmes, vocabulaire et décodage, avant qu'il y ait décrochage, donc dans des fenêtres développementales appropriées. Donc je vous ai parlé de la notion d'enfant à risque, qui est extrêmement important. Donc il ne faut pas attendre 10 ans pour constater qu'il y a décrochage. On n'a plus besoin. Peut-être c'est ça le plus important, peut-être dans la formation qui peut être changée, cette notion d'enfant à risque qui devient après dyslexique ou pas, qu'on n'a pas le droit de mettre... Par contre, un enfant est à risque et on peut le savoir à la fin de l'école maternelle et après, avec des outils appropriés, dans les bonnes fenêtres développementales. Je ne vais pas contre des jeux qui n'entraînent pas... des jeux d'action... pourquoi pas, lorsqu'ils apprennent par la lire, qu'ils préparent attentionnellement à la lecture en grande section maternelle, peut-être, mais lorsqu'on arrive dans la fenêtre développementale qui est important, il faut faire ce qui est important. Et ça, je voulais juste le mentionner, parce que je crois que c'est important aussi. Un certain nombre d'enfants sont résistants à l'intervention. C'est peut-être pas assez dit, mais il y a des enfants... Et dans la littérature anglo-saxonne, on les appelle les RTI, c'est Resistant to Intervention. Ils sont résistants à l'intervention, peu importe ce qu'on fait. Donc pour ces enfants-là, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est éviter le décrochage. Donc il faut les diagnostiquer tôt, éviter les accompagner et focaliser sur leur talent, parce que forcément, quand il y a des difficultés aussi importantes, et il y a des talents dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec la lecture, il faut focaliser là-dessus pour qu'ils ne se découragent pas. Merci beaucoup et désolé d'avoir été très long.